BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est encore là pour quelques minutes pour ce grand journal en direct de New York avec Jean-François Bonneté maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez à New York une filiale de W.J. Dodge & Son. Alors c'est pas très connu comme ça, même en France, mais même aux États-Unis, c'est pas très connu, mais c'est le 5e importateur de vin et spiritueux aux États-Unis. Les États-Unis, premier marché du vin depuis l'année dernière. Ils ont dépassé le marché français. On boit de plus en plus de vin ici aux États-Unis. Alors on en boit plus en volume, c'est vrai. On en boit toujours par habitant. On a encore un petit peu de marge par rapport aux États-Unis, mais en volume, effectivement, c'est devenu le premier marché consommateur en volume dans le monde, absolument. Alors, quelles sont ici les tendances du marché du vin aux États-Unis? Qu'est-ce que boivent les Américains? Alors, tout d'abord, il y a une ouverture de beaucoup de différentes régions de production. Les vins français et les vins italiens ont eu pendant longtemps la dominance de ce marché américain. On a vu, c'est vrai, ces 15-20 dernières années, l'arrivée de nombreux nouveaux producteurs qui commencent à arriver en France, mais quand même moins. L'Australie, de façon significative, mais aussi maintenant la Nouvelle-Zélande, les pays d'Amérique du Sud, donc le Chili et l'Argentine. Donc aujourd'hui, on a une grande diversité avec beaucoup de produits à forte valeur ajoutée, puisque notamment la crise aidant, on s'est vraiment orienté vers des marques à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les vins australiens notamment... C'est marrant, vous ne parlez pas des vins américains, la Californie. Non, oui, alors c'est vrai, alors c'est en grande majorité encore la consommation des vins aux États-Unis. Je crois que c'est 70-75%. Mais nous, c'est vrai qu'on a un prisme un petit peu import-export. Mais les vins américains, bien sûr, c'est comme en France, ça reste encore la grande majorité de la consommation des vins aux États-Unis. Justement, les vins français, ils ont quelle cote ici? Parce que vous disiez que ça avait pas mal changé. Il suffit de rentrer dans un magasin ici de vin, puisque le marché américain a cette particularité qu'on va dans des magasins spécifiques acheter son vin. On ne les trouve pas au supermarché. Les vins français, mais même les vins italiens, il faut aller au fond du magasin à gauche les chercher. C'est-à-dire qu'il y a d'abord toute cette profusion de vins du Nouveau Monde, comme on dit, qui sont souvent présentés avant nos vins à nous. En tout cas, c'est ma simple perception. Quelle est l'image ici du vin français, Jean-François Bonneté? Alors d'abord deux choses, si vous me permettez, j'aimerais juste faire quelques mots sur quand même l'industrie des vins et spiritueux pour la France, parce qu'on n'en parle pas tellement souvent et c'est quelque chose d'important. L'industrie des vins et spiritueux en France, au-delà de sa valeur historique, sociale et culturelle, qui est importante et pour l'image de la France à l'étranger, c'est aussi deux autres choses. C'est un tissu de PME et françaises, surtout au niveau rural, qui amène beaucoup de dynamisme économique. Et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le deuxième contributeur à la balance du commerce extérieur de la France. Les vins et spiritueux en 2010, c'était 8 milliards dans la balance du commerce extérieur, derrière l'aéronautique, mais par exemple devant la parfumerie et les cosmétiques. Donc ça reste quand même une industrie très importante pour la France, non seulement pour son image, mais aussi au niveau de son poids économique. Maintenant, sur les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis, on est dans un pays d'image où le marketing prend beaucoup d'importance, a beaucoup d'importance, et où également ces nouveaux pays et ces nouvelles régions sont arrivés avec une approche segmentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les vins australiens sont arrivés, ils ont fait la promotion d'une catégorie de vins australiens. Lorsque les vins chiliens sont arrivés, ils ont fait la promotion d'une catégorie de vins australiens. Et c'est vrai que nous, on arrive avec une approche qui est plus une approche de marque en général. Donc avec moins de leverage, comme on dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une évolution qui est en train de se faire peut-être avec une Comment vous sélectionnez justement, je rappelle que vous êtes le 5e importateur de vin et de spiritueux ici aux États-Unis, comment vous sélectionnez ces entreprises françaises qui vont avoir la chance de venir conquérir le marché américain? Mais écoutez, conquérir, en tout cas, nous on travaille avec certains producteurs français, notamment la maison Duboeuf, qui est toujours le premier vin français aux États-Unis, mais aussi la maison de la famille Lurton à Bordeaux, Château-Bonnet, Ouspar, Sauvion, Vidal-Fleury. Donc nous on travaille déjà avec ces producteurs et ce que l'on fait, c'est venir avec des nouvelles marques que l'on développe et qui correspondent peut-être à une nouvelle démographie, donc une démographie plus jeune, 21-35 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, c'est vrai que même dans un bon vin, très souvent, on trouve des glaçons, Non, on ne trouve pas beaucoup de glaçons, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que le consommateur de vin aux États-Unis est un consommateur plus jeune. Un palais, ça se développe et il faut être respectueux de ça. C'est-à-dire qu'un grand Bordeaux
Bordeaux ou un Grand Bourgogne, c'est pas forcément accessible à quelqu'un qui découvre le monde des vins. Et donc il faut accompagner le développement de ce consommateur. La bonne nouvelle, c'est que le consommateur américain est très ouvert à découvrir de nouveaux produits. Et donc nous, par exemple, on a lancé des nouveaux produits comme un vin qui s'appelle Hobnob, donc pas à consonance française, mais qui est fait en France et qui est un des vins qui a aujourd'hui une plus forte croissance des nouvelles marques de vin aux États-Unis. Donc il faut justement, si on doit regarder un peu ce marché actuel, on parle beaucoup de ralentissement de l'économie en ce moment aux États-Unis, de difficultés sur l'économie. Est-ce que ça se ressent également, puisque vous êtes un peu aux avant-postes quand même de la consommation, est-ce que ça se ressent dans les commandes que les distributeurs peuvent vous faire? Alors ça se ressent au niveau du consommateur final, c'est-à-dire que lorsque la crise arrive, en tant que bien de consommation de premier plan, nous on le ressent tout de suite. Donc c'est vrai que pendant la crise, on a eu ce qu'on appelle un glissement des prix au niveau de la consommation, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un qui dépensait 20 $ est passé à 15, les 15 sont passés à 10, et on a vu ce glissement s'opérer dans les vins et dans les spiritueux. Aujourd'hui, les chiffres repartent à la hausse. Les derniers chiffres que l'on a... Aussi bien de ventes que les prix, du coup. Voilà, absolument. Enfin, les ventes, si vous voulez, se maintiennent au niveau du volume. En valeur, c'était plus difficile. Ouais. Donc, c'est le mix qui change. Par contre, les derniers chiffres Nielsen, de l'Institut Nielsen qu'on a reçu à fin mai, l'industrie vin et spiritueux est en hausse de 3% volume, 4% valeur. Et lorsque l'on regarde les spiritueux, on a 18% de croissance sur ce qu'on appelle le ultra premium, donc le haut de gamme, et on est seulement à la plus faible croissance de 2% sur les produits bas de gamme. Donc il y a une relance un petit peu de la consommation vers le haut. Il faut être... Donc là, pour être très clair, il n'y a pas de ralentissement, bien au contraire, on est plutôt même dans un phénomène inverse. Si je comprends bien, depuis un an, oui, mais on a eu un moment difficile, oui. Donc les habitudes de consommation ont changé. On est aujourd'hui en train de revoir petit à petit, il ne faut pas s'enflammer, mais on recommence à voir les produits haut de gamme trouver une certaine vitalité, une croissance. Est-ce que c'est vrai aussi pour le champagne français qui est ici concurrencé par quelque chose qu'on voit quasiment jamais en France, du Prosecco, un champagne on va dire italien, l'appellation n'est pas bonne, mais ça a semble-t-il pendant la crise énormément impacté, notamment les marques de champagne françaises un peu entrée de gamme qui ont connu une période très compliquée où le consommateur ne revient plus dessus. Alors, les chiffres du champagne... C'est en tout cas ce qu'on m'a raconté. Oui, donc les chiffres du champagne pour l'année dernière sont bons, globalement, mondialement. Je crois que c'était une croissance de 30% à peu près. Donc le champagne se porte... c'est très bien porté l'année dernière. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur américain, quel que soit son prix d'achat, va rechercher ce qu'on appelle the bang for the buck. Donc beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est vrai que c'est la vraie conséquence de la crise. Donc on a des gens qui dépensent 10 $, 15 $ ou 20 $, ils vont vers énormément de valeur ajoutée. Le champagne a des compétiteurs dans ce qu'on appelle les sparkling wine, donc les vins effervescents mais non champagne. Et c'est un environnement très concurrentiel, que ce soit vin ou spiritueux. Merci d'être venu dans le studio de ce grand journal. C'était Jean-François Bonneté qui est donc l'un des responsables ici de WJ Dutch & Son, le 5e importateur de vin et de spiritueux aux États-Unis.